Plus de 50 ans après la dernière mission habitée vers la Lune, le retour n'est plus traité comme un exploit symbolique, mais comme un véritable projet d'occupation au-delà de la Terre. Contrairement à l'ère Apollo, où le défi central consistait à se poser, collecter des échantillons et repartir en quelques jours, le contexte actuel impose de résoudre des problèmes bien plus complexes liés à la présence humaine prolongée dans un environnement extrême, dépourvu d'atmosphère, exposé à un rayonnement intense et caractérisé par des ressources limitées. La Lune cesse d'être un simple objectif et commence à fonctionner comme un laboratoire stratégique destiné à tester des technologies, des méthodes de construction et des systèmes capables de soutenir la vie loin de la planète. C'est dans ce contexte qu'émerge le programme Artemis, conçu pour établir une présence durable sur le satellite naturel de la Terre et ouvrir la voie à des explorations encore plus ambitieuses. Dans cette vidéo, vous découvrirez tout sur la mission Artemis et la manière dont l'ingénierie prévoit de poser les bases d'une future ville lunaire. La présence de la NASA sur la Lune a connu son moment le plus emblématique avec le programme Apollo, développé dans un contexte de rivalité géopolitique et d'affirmation technologique au sommet de la guerre froide. Entre 1969 et 1972, 6 missions ont réussi à se poser à la surface lunaire, démontrant que l'humanité était capable de traverser l'espace, d'opérer dans un environnement hostile et de revenir sur Terre en toute sécurité. Toutefois, malgré leur impact historique, ces missions présentaient un caractère limité, avec des séjours courts, une infrastructure minimale et des objectifs scientifiques principalement centrés sur la collecte d'échantillons et la validation de technologies de base. Après la fin du programme Apollo, l'exploration lunaire a perdu en priorité face à des coûts élevés, à des évolutions politiques et à un intérêt croissant pour les stations spatiales en orbite basse autour de la Terre. Pendant des décennies, la Lune est restée un symbole du passé, tandis que la NASA orientait ses efforts vers la navette spatiale et la Station spatiale internationale. Cette période a néanmoins permis de faire mûrir des technologies essentielles, telles que les systèmes de support de vie de longue durée, la robotique avancée et la coopération internationale dans des projets complexes. L'intérêt pour un retour sur la Lune réapparaît lorsque l'exploration spatiale commence à être envisagée selon une logique différente, moins axée sur la démonstration de puissance et davantage orientée vers la durabilité, la recherche scientifique et l'expansion progressive de la présence humaine au-delà de la Terre. La Lune offre des conditions uniques pour cela en raison de sa relative proximité, de communication plus rapide et de son rôle de terrain d'essai réaliste pour des technologies qui seront ensuite utilisées lors de missions vers Mars. De plus, des découvertes récentes indiquent la présence de glace d'eau dans certaines régions du pôle sud lunaire, transformant le satellite en un site stratégique pour la production d'eau, d'oxygène et de carburant. Le retour vers la Lune dans le cadre du programme Artemis a été conçu comme un processus progressif, dans lequel chaque mission ajoute une couche technique indispensable à la suivante, réduisant les risques et élargissant la capacité opérationnelle au-delà de l'orbite terrestre. Cette feuille de route débute avec Artemis 1, lancée comme une mission entièrement non habitée, dont l'objectif principal était de valider le fonctionnement intégré du Space Launch System et du vaisseau Orion sur une trajectoire réelle jusqu'à la Lune, puis de retour vers la Terre. Cette mission a confirmé les performances structurelles du lanceur, le comportement thermique de la capsule en espace lointain, la précision des systèmes de navigation et, surtout, la capacité d'Orion à supporter une rentrée atmosphérique à des vitesses proches de 39 000 km/h, un scénario nettement plus exigeant que tout retour depuis l'orbite basse terrestre. En bouclant ce cycle sans équipage, Artemis 1 a établi la base technique minimale permettant à des êtres humains de voyager à nouveau au-delà de l'environnement immédiat de la planète. L'étape suivante est Artemis 2, pensée comme le premier vol habité du programme et comme le véritable point de bascule entre les essais automatisés et les missions humaines de longue portée. Contrairement aux opérations menées à bord de la Station spatiale internationale, où un retour d'urgence peut intervenir en quelques heures, Artemis 2 conduira des astronautes à plus de 400 000 km de la Terre, ce qui impose un très haut niveau d'autonomie et de redondance de l'ensemble des systèmes. Cette mission aura une durée approximative de 10 jours et suivra une trajectoire de survol lunaire, incluant un passage du côté caché de la Lune, période durant laquelle le vaisseau sera temporairement hors communication directe avec la Terre. L'équipage d'Artemis 2 sera composé de Red Wiseman, Victor Glover et Christina Koch, tous astronautes de la NASA, ainsi que de Jeremy Hansen, représentant de l'Agence spatiale canadienne.
Ce groupe aura pour mission de tester, pour la première fois avec des personnes à bord, l'ensemble des systèmes critiques d'Orion, notamment le support de vie, le contrôle environnemental, la gestion des déchets, la navigation de haute précision, les communications longue distance et les procédures de contingence. Ce n'est qu'après le succès de cette étape qu'intervient Artemis 3, la mission qui ajoute l'atterrissage à l'équation et inaugure l'exploration habitée du pôle sud lunaire. Cette région a été choisie en raison de la présence de cratères en nombre permanente, où les données orbitales indiquent l'existence de glace d'eau, une ressource essentielle pour toute tentative d'occupation prolongée. À plus long terme, cette architecture sera complétée par la station lunaire Gateway, une structure orbitale conçue pour servir de point d'appui logistique, scientifique et opérationnel. L'assemblage de Gateway est associé aux missions ultérieures du programme avec un démarrage prévu à partir d'Artemis 4, actuellement planifié pas avant septembre 2028. Derrière cette séquence de missions se trouve une méga infrastructure d'ingénierie sans précédent dont l'élément central est le Space Launch System. Dans sa configuration Block 1, le SLS mesure environ 98 mètres de hauteur, affiche une masse totale supérieure à 2600 tonnes au lancement et développe une poussée maximale d'environ 8,8 millions de livres-force, des chiffres qui le placent parmi les lanceurs les plus puissants jamais construits. Son architecture combine un étage central équipé de 4 moteurs RS-25, 2 propulseurs latéraux à poudre chargés de fournir la poussée initiale, ainsi qu'un étage supérieur chargé d'insérer Orion sur une trajectoire translunaire. Au sommet de cet ensemble se trouve le vaisseau Orion, composé d'une capsule habitée et d'un module de service développé par l'Agence spatiale européenne, responsable de la propulsion, de la production d'énergie électrique, du contrôle thermique, du stockage de l'eau et de l'oxygène, ainsi que du support de vie lors de missions pouvant durer plusieurs semaines. L'ensemble de cette architecture repose sur une infrastructure terrestre tout aussi monumentale. Le Vehicle Assembly Building au Centre spatial Kennedy sert d'installation d'intégration verticale du système, tandis que la Michoud Assembly Facility, en Louisiane, assure la fabrication des grands segments structurels de l'étage central du SLS. Le coût de cette architecture reflète son ambition. Des audits officiels indiquent que le coût total du programme Artemis entre 2012 et 2025 atteint environ 93 milliards de dollars, dont près de 23,8 milliards ont été consacrés exclusivement au développement du SLS. Cela correspond à environ 78,6 milliards d'euros pour l'ensemble du programme et 20,1 milliards d'euros pour le lanceur seul. À cela s'ajoute le fait que chaque lancement individuel du système complet SLS Orion présente un coût opérationnel estimé à environ 4,2 milliards de dollars, un montant qui souligne le caractère stratégique et non routinier de ces missions. C'est dans ce contexte qu'émerge l'idée d'une ville lunaire. Le pôle Sud présente des défis techniques majeurs, avec un terrain accidenté, des cratères profonds et des zones d'ombre permanentes qui modifient entièrement les logiques de production d'énergie, de navigation et de sécurité. La présence de glace fait de cette région un point clé, mais y opérer nécessite la mise en place d'infrastructures de base dès les premières phases. L'un des principaux obstacles est la poussière lunaire, constituée de particules ultra fines, abrasives et électriquement chargées, capables d'endommager les surfaces, de bloquer les mécanismes et de compromettre les systèmes thermiques. Pour cette raison, la création de zones durcies, telles que des pistes d'atterrissage et des voies de circulation, est considérée comme une priorité absolue. La solution la plus prometteuse repose sur l'utilisation du régolithe lunaire lui-même, qui peut être fondu ou frité par laser ou par concentration solaire afin de former des surfaces solides proches du verre. Des expériences comme le concept PAVER indiquent qu'il est possible de produire environ 100 mètres carrés de surface avec une épaisseur de 2 cm en près de 115 jours, un rythme lent mais cumulatif, qui renforce l'idée que la ville lunaire sera construite progressivement, mission après mission, infrastructure après infrastructure. La mobilité constitue l'un des piliers centraux de toute tentative d'occupation lunaire continue, car sans déplacement sûr, prévisible et efficace, il n'existe ni science à grande échelle, ni construction, ni routine opérationnelle. À courte distance, la NASA travaille sur le concept du rover ouvert, connu sous le nom de Lunar Terrain Vehicle, conçu pour des déplacements locaux avec des astronautes en combinaison spatiale.
Ce type de véhicule fonctionne comme une voiture de service lunaire permettant d'accéder aux zones proches de l'habitat, de transporter des instruments scientifiques, de réaliser des inspections d'infrastructures et de soutenir les activités de maintenance. La simplicité du LTV est volontaire. Elle réduit la masse quantitative et les masses passe la consommation énergétique et la complexité mécanique tout en élargissant le rayon d'action des astronautes autour du site d'atterrissage. Pour les déplacements de plus longue portée, le rôle central est assuré par les rovers pressurisés qui fonctionnent comme de véritables laboratoires mobiles. Ces véhicules permettent aux astronautes de se déplacer pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sans recourir en permanence aux activités extravéhiculaires, ce qui réduit la fatigue physique, la consommation d'oxygène et les risques liés à l'exposition directe à l'environnement lunaire. Le rover pressurisé transforme la mobilité en une extension de l'habitat, rendant possible une exploration scientifique à grande échelle et reliant différents points d'opération autour du pôle sud. De cette combinaison de véhicules naît le concept de chaîne de base, dans lequel un habitat fixe agit comme noyau principal, tandis que des rovers pressurisés, des points intermédiaires d'énergie et des dépôts de ravitaillement étendent progressivement la zone opérationnelle. L'habitat suit la même logique évolutive. Le concept de l'Artemis Base Camp prévoit un ensemble initial composé d'un habitat principal, de véhicules de surface et d'une plateforme mobile de soutien, avec pour objectif de permettre des séjours pouvant atteindre 2 mois à mesure que le système gagne en maturité. Cet habitat doit regrouper des fonctions vitales telles que le support de vie, les communications, les espaces de travail scientifiques, la maintenance des combinaisons, le stockage des fournitures, le suivi médical et des zones minimales dédiées au repos et à la routine quotidienne. Contrairement aux missions Apollo, où le module lunaire ne servait que d'abri temporaire, l'habitat d'Artemis doit fonctionner comme une infrastructure habitable, capable de supporter la répétition quotidienne des activités sans dégradation rapide des systèmes. L'architecture de ces modules est fortement influencée par les menaces environnementales. Le rayonnement cosmique, pouvant à l'impact constant de micrométéorites et les variations thermiques extrêmes entre zones éclairées et zones ombragées imposent des contraintes claires aux solutions constructives. C'est pourquoi le développement de structures permanentes passe par l'enfouissement des modules sous des couches de régolithes ou par l'ajout de structures externes, afin de créer une protection physique et une isolation thermique efficace. Construire avec les ressources disponibles sur place devient la règle fondamentale de cette nouvelle phase, résumée par le concept d'ISRU, qui vise à produire matériaux et consommables directement à partir du sol lunaire. Cette stratégie repose sur l'utilisation du régolithe pour fabriquer des plaques fritées, des composants structurels et même des éléments imprimés en 3D pouvant servir de coque protectrice autour de modules gonflables ou métalliques. Avant l'arrivée de contingents humains importants, les robots jouent un rôle central en préparant le terrain, en pavant les zones critiques et en exécutant des tâches répétitives d'assemblage, posant ainsi les bases de la première phase du génie civil lunaire. L'énergie est le facteur qui relie l'ensemble de ces couches. Le cycle lunaire, marqué par de longues périodes de lumière et d'obscurité, combiné à l'existence de zones en ombre permanente à proximité des dépôts de glace, impose une forte redondance et une planification rigoureuse. L'énergie solaire reste la base du système, mais elle ne peut être considérée comme une garantie absolue, car elle dépend de solutions efficaces de stockage, de transmission entre sites et d'une exploitation par fenêtre bien définie. Pour stabiliser ce cadre, la NASA développe le concept de Fission Surface Power, un réacteur nucléaire compact capable de fournir jusqu'à 40 kW d'énergie continue. L'eau constitue le véritable budget d'une ville lunaire. Au-delà de la consommation humaine et de l'hygiène, elle est une matière première pour la production d'oxygène respirable et de propergol, devenant ainsi le lien direct entre survie et logistique. Les données accumulées par les missions orbitales ont confirmé la présence de glace dans des cratères en nombre permanente, faisant de l'extraction, du transport, de la purification et du stockage de cette ressource l'équivalent d'un système d'assainissement de base sur la Lune. Et vous, que pensez-vous de l'idée de transformer la Lune en une base permanente pour l'humanité? Dites-le en commentaire. Vous êtes sur la chaîne La Grande Construction, laissez un like, abonnez-vous et regardez la vidéo précédente.